Mon mari a dit à son architecte devant moi que je m'occupais du côté administratif. Je suis géomètre expert diplômé d'État. J'ai lu des plans cadastraux pendant 25 ans. Le projet dans le quartier nord, celui que Xavier assemblait depuis 3 ans, valait 2 600 000 euros. Il a heurté une suspension de permis de construire un mardi de mars. Le service urbanisme de la mairie avait trouvé une servitude de passage enregistrée en 1960 et un sur la bande d'accès, 8 mètres, sans main levée du propriétaire du fonds dominant, pas de permis. Xavier a appelé tous les notaires qu'il connaissait, puis il m'a appelé. L'acte de servitude de 1961 était dans mon classeur, sous A comme auréole, la famille de ma mère. Je l'avais hérité en 2021. Personne n'avait demandé. J'ai dit « Oui, je vois laquelle tu veux dire. On en parle. » Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. C'est encore Camille et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. Cela aide ces histoires à trouver les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. On dit toujours dans la construction que ce qui compte, c'est qui détient le terrain. Je suis géomètre de formation. J'ajouterais, ce qui compte, c'est qui détient les droits sur le terrain. Ce sont deux choses tout à fait distinctes. Vous comprenez la différence? Mon mari maîtrisait la première. Il n'avait jamais envisagé la seconde. La seconde était dans mon classeur. Dans une chemise suspendue, étiquetée à l'encre bleue. Elle attendait le moment où quelqu'un aurait l'idée de demander. Ce moment est arrivé un mardi de mars. La question n'avait pas été posée par curiosité. Elle avait été posée par nécessité. C'est souvent comme ça que les questions finissent par arriver. Il y a une chose que j'ai apprise en 25 ans de lecture de plans cadastraux. Les droits ne disparaissent pas parce qu'on les oublie. Ils attendent, patiemment, sans impatience, sans rancœur, sans même la conscience d'attendre. Ils sont simplement là, inscrits, opposables, persistants. Ils sont inscrits dans les registres, dans les actes, dans les tiroirs des services de conservation, des hypothèques. Ils continuent d'exister avec la même indifférence tranquille que la géographie elle-même. La géographie ne s'adapte pas à vos projets. Elle vous attend, avec ses limites et ses charges. Si vous n'avez pas pris la peine de la lire correctement, ce n'est pas elle qui bouge. C'est vous. On peut construire une entreprise, assembler des parcelles, préparer des plans de financement sur 3 ans, mobiliser des banques et des architectes et des géomètres, et ne jamais regarder ce qui est gravé sous la surface du titre. Je ne le dis pas pour l'accabler. Ce n'est pas toujours une erreur de mauvaise foi. C'est parfois simplement l'erreur de quelqu'un qui n'a pas posé la question à la bonne personne ou qui n'a pas posé la question du tout.
parce qu'il avait décidé depuis longtemps que la personne assise à côté de lui dans cette maison s'occupait du côté administratif et que le côté administratif n'était pas ce qui importait. La maison à Toulouse est en briques roses, comme toutes les bonnes maisons toulousaines. La brique rose donne aux façades une lumière particulière en fin d'après-midi, une chaleur orangée qui fait ressembler même les rues ordinaires à quelque chose de voulu. Mon bureau est au fond de la maison, côté jardin, avec une longue table en chêne que j'ai récupérée chez ma mère quand on a vidé sa maison. Il y a des cartes cadastrales roulées dans des tubes étiquetés dans le coin, un classeur à tiroirs avec des chemises suspendues qui remontent à 15 ans, un bureau propre. Je pose toujours mon carnet là en commençant la journée. Le carnet est vert pâle, pas vert forêt, pas vert bouteille. Vert pâle comme les reliures de terrain qu'on commandait dans les années 90 quand j'étais encore à l'école. J'en prends un nouveau pour chaque affaire importante. Quand une affaire est close, je range le carnet dans la boîte de l'archive. J'en ouvre un nouveau, première page vierge. La date et le nom du mandant en haut à gauche. Je travaille 3 jours par semaine sur des mandats en indépendante. Je l'ai fait depuis que les enfants étaient petits. D'abord de manière intermittente, une affaire ici, un bornage là. En adaptant les horaires aux écoles et aux vacances. Plus régulièrement depuis 5 ans, depuis qu'Aurélie et Thomas sont autonomes. Je ne suis pas la géomètre la plus connue de Toulouse. Je ne cherche pas à l'être. J'ai une clientèle stable, des mandats qui reviennent et la réputation, dans les milieux qui me connaissent, de produire des rapports qu'on ne peut pas attaquer. C'est suffisant. Xavier a toujours qualifié mon travail de quelque chose que je maintenais, pas quelque chose que je construisais. Quelque chose que je maintenais comme un jardin qu'on entretient, pas comme une entreprise qu'on développe. Pendant 3 ans, j'avais entendu parler de ce chantier. Il mentionnait le projet au dîner, depuis le premier achat de parcelles, depuis les premiers tours de table avec les banques, depuis les réunions avec l'architecte. Il en parlait avec l'enthousiasme particulier des hommes qui ont trouvé leur grand projet. Le projet qui va confirmer quelque chose qu'ils savaient déjà sur eux-mêmes. Il décrivait l'assemblage des parcelles, la valeur potentielle du programme, les délais de construction, les projections de vente. Jamais il ne m'avait demandé de regarder les plans. Jamais il ne m'avait demandé de vérifier les titres. Je suis géomètre expert, diplômé d'État. Je n'avais pas proposé. Savoir lire un plan cadastral, c'est un peu comme savoir lire la météo sur un visage. Les données sont là, publiques, accessibles, mais les interpréter correctement demande de la pratique, une familiarité avec les conventions et l'habitude de ne pas se laisser distraire par ce qu'on espère trouver. Ce matin-là, le matin d'un bornage dans le quartier de la Côte-Pavée, une semaine avant l'appel de la mairie, j'avais un litige entre 2 propriétaires voisins sur une limite de parcelle contestée depuis près de 20 ans. Ce genre de dossier est courant. 2 maisons mitoyennes, 2 jardins, un mur dont la position exacte
n'a jamais été convenablement documenté. Je m'étais levée à 7 heures, j'avais chargé mon matériel dans la voiture, le tachéomètre, les jalons, le carnet vert pâle, et j'étais partie avant que Xavier descende prendre son café. Sur le terrain, j'avais passé 3 heures à planter des repères, à mesurer, à croiser, les relever avec les plans originaux déposés aux archives. À un moment, le propriétaire le plus jeune, un ingénieur d'une quarantaine d'années, avait demandé si c'était compliqué. J'avais dit que non. Ce qui est compliqué, j'avais expliqué, c'est quand les gens ont construit des structures, supposant que la limite était là où ils pensaient qu'elle était, et que les relevés disent ensuite autre chose. Alors tout ce qui semblait solide doit être réexaminé. Il avait hoché la tête. Je n'avais pas dit que je connaissais exactement ce sentiment, de plusieurs côtés à la fois, simultanément. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'avais pas proposé mes services. Ce n'est pas que je ne l'aurais pas fait. J'aurais fait le travail dans la journée sans me plaindre avec soin. Ce n'est pas non plus que j'ignorais ce que je détenais. Je savais exactement ce que j'avais dans mon classeur. J'avais lu l'acte de 1960 et un le jour où le notaire me l'avait remis, à la clôture de la succession de ma mère. J'avais compris immédiatement ce que la servitude signifiait, et j'avais rangé l'acte sous A comme auréole dans sa chemise suspense, en me disant que ce serait à lui de demander. Avez-vous déjà attendu que quelqu'un vous pose la question qu'il aurait dû vous poser depuis longtemps? Pas par calcul, pas vraiment, mais par une sorte d'épuisement tranquille. Vous savez ce sentiment, la lassitude de celui qui a proposé plusieurs fois, s'est heurté au mur de l'indifférence légère et a décidé que la prochaine étape, ce serait à l'autre de la faire. C'est un drôle d'endroit où se trouver. Ce n'est pas de la vengeance. C'est du silence choisi. Et le silence, dans le droit des servitudes comme dans la vie, n'est pas une renonciation. C'est une attente. Je vais vous parler de 2 moments, 2 signes. Le premier était venu lors d'une réunion de chantier que Xavier avait organisée chez nous un soir d'automne. Il avait disposé les plans sur la table de la salle à manger. Il avait invité son architecte, un homme d'une quarantaine d'années, lunettes rondes, carnet sous le bras, et 2 représentants de la société de gestion de projet. J'avais apporté du café, pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que j'étais là et qu'il y avait du café à apporter. Xavier m'avait alors présenté à l'architecte d'une phrase. Ma femme. Elle tient les affaires en ordre. L'architecte avait hoché la tête sans me regarder vraiment. Son regard avait glissé vers mon carnet vert pâle. Posé sur le bord de la table, j'étais rentrée d'un mandat de bornage, en milieu d'après-midi, et je n'avais pas pris le temps de le ranger. Et il n'avait rien dit. Xavier non plus. Moi non plus. La réunion avait continué. On avait parlé de délais, de normes parasismiques, de localisation des gaines techniques. J'avais bu mon café en silence et j'avais écouté. À un moment, l'architecte avait mentionné que les accès à la parcelle principale depuis la voie publique passaient par une bande de 8 mètres sur le flanc nord. Il avait dit que c'était propre sur le plan.
Xavier avait dit que oui, il avait vérifié avec son géomètre de chantier. L'architecte avait dit « parfait » et ils étaient passés au point suivant. J'avais regardé le plan. Je n'avais rien dit. Mais quelque chose, ce soir-là, s'était posé dans ma poitrine comme un caillou plat qu'on pose sur un plan d'eau calme. Pas un impact, une présence. Le deuxième signe était documentaire et il était arrivé par accident, ce qui est souvent la manière dont les documents les plus significatifs arrivent. En janvier, Xavier avait envoyé un email groupé à son équipe de projet, l'architecte, le responsable administratif, le responsable technique, en joignant l'extrait cadastral que son géomètre avait préparé pour le dossier de financement bancaire. J'étais dans la liste de destinataires sans raison apparente. Peut-être une erreur de complétion automatique, peut-être parce que mon adresse ressemble à la sienne dans le carnet de contact. L'extrait cadastral était un document de 4 pages. Il listait les parcelles assemblées, leurs références, leur superficie et les servitudes et charges connues. La servitude de passage de 1960 et un y figurait. À la 3e page, sous la rubrique « Charges grevant le fonds servant », la désignation était précise. Volume 247, numéro 18, référence de publication au Bureau des hypothèques. Enregistré le 14 mars 1961. Phone dominante, parcelle. Section A, Z, numéro 12, commune D, la commune concernée. Propriétaire du fonds dominant, inconnu, à identifier avant toute opération affectant le droit de passage. J'avais lu cette ligne 3 fois. Je vais vous dire ce que j'avais ressenti. Rien de spectaculaire. Aucun vertige. J'avais ouvert mon classeur. Sous A comme auréole. J'avais sorti la chemise. L'acte de 1960 et un était là, avec la copie certifiée et la référence de publication. Volume 247, numéro 18. La même. Je savais depuis 2021 que la parcelle AZ numéro 12 était à moi. C'était le terrain de ma mère. Le petit lopin de terre à la limite du quartier. Mes grands-parents l'avaient conservé quand ils avaient vendu le reste de la propriété dans les années 70. Un terrain sans grande valeur marchande, mais avec un droit de passage enregistré sur la bande d'accès du voisin qui, 6 décennies plus tard, était devenue la bande d'accès du projet immobilier de mon mari. J'avais relu l'email. J'avais noté dans mon carnet vert pâle la date et la référence de la publication. Puis, j'avais classé l'email dans un dossier de ma messagerie que j'avais intitulé, sans malice particulière, Projet Nord. Et j'avais continué ma journée. Avez-vous déjà su quelque chose que l'autre aurait dû savoir et attendu, non pas dans une intention malveillante, mais dans une sorte de calme que vous ne saviez pas comment nommer?
C'est un sentiment bien étrange, je vous assure. Pas du tout triomphant, plutôt la sensation d'avoir un fait dans les mains et de le tenir, et de se demander si l'occasion de le poser quelque part finira par se présenter d'elle-même. Ça finit toujours par se présenter. L'appel du service urbanisme était arrivé un mardi à 11 heures du matin. J'étais dans mon bureau en train de finir le rapport d'un mandat de bornage dans le quartier de l'Ardenne quand j'avais entendu le téléphone de Xavier sonner dans la cuisine. Il avait répondu. Sa voix avait changé de timbre en quelques secondes. Pas la colère, pas encore, mais le début de quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Une rigidité dans les consonnes, une cadence qui cherche ses mots. Je connaissais cette voix. C'est la voix de quelqu'un qui reçoit une information qu'il ne comprend pas entièrement et qui ne veut pas laisser paraître qu'il ne comprend pas. L'avis de suspension était précis. Charge non levée sur le titre Servitude de passage, enregistré 1961, fonds dominant non identifié. Sans identification du propriétaire du fonds dominant et sans main levée de sa part, le service urbanisme ne pouvait pas finaliser le permis. La construction ne pouvait pas commencer. Le financement bancaire conditionné à l'obtention du permis définitif était donc suspendu en parallèle. Xavier avait passé la matinée au téléphone. Il avait appelé son notaire. Qui avait dit qu'il fallait identifier le propriétaire du fonds dominant? Il avait appelé son architecte. Qui avait dit la même chose? Il avait appelé son géomètre de chantier. Qui avait dit qu'il avait mentionné le problème dans son rapport 6 mois plus tôt? La question était restée sans suite. Il avait appelé sa banque. Qui avait dit que le financement restait suspendu tant que le permis n'était pas définitif? Puis, à 14 heures, il m'avait appelé. Il avait dit « Le géomètre que j'ai mandaté dit que le fonds dominant n'a pas été retracé depuis 40 ans. Les droits ont peut-être prescrit. » J'avais dit « Ils n'ont pas prescrit. » Il avait dit « Comment tu le saurais? » La question était posée avec impatience, pas avec curiosité. C'était le ton de quelqu'un qui ne cherche pas vraiment une réponse, qui suppose que la réponse sera vague ou inexacte et qui a déjà décidé que la vraie solution viendra d'ailleurs. J'avais dit « Parce que le fonds dominant est à moi. Je l'ai depuis 2021. » C'était dans la succession de maman. Le silence qui avait suivi durait peut-être 4 secondes. C'est long, 4 secondes de silence dans une conversation téléphonique. J'avais entendu sa respiration changer de rythme. Puis il avait dit « Tu peux juste signer une main levée? » « Pas. »« Pardon, je ne savais pas. »« Pas. »« Depuis quand? »« Pas. »« Pourquoi tu ne m'avais rien dit? » Simplement, tu peux juste signer une main levée. J'avais dit « Je pense qu'on devrait en parler. » Ce silence sur la ligne durait peut-être 3 secondes supplémentaires. Pour moi, il durait depuis 15 ans. 15 ans. Savez-vous ce que ça fait, 15 ans à entendre « Elle s'occupe du côté administratif ». 15 ans à apporter du café aux réunions d'un métier qui était le mien autant que le sien. Plus que le sien, techniquement.
parce que je lisais les plans qu'il se contentait de présenter. 15 ans à produire des analyses cadastrales pour les projets de la société de Xavier, sans que mon nom figure nulle part. 15 ans à ranger des actes dans des chemises suspendues sans que personne dans cette maison prenne le temps de regarder le contenu de ces chemises. Ce n'était pas de la rancœur. Non. C'était quelque chose de plus précis. La certitude que la correction, si elle devait venir, devrait être formelle, documentée et négociée. Pas parce que je voulais humilier, pas ça, parce que c'était la seule forme de reconnaissance qu'il comprendrait. Il était rentré ce soir-là plus tôt que d'habitude, sans passer par son bureau. Il avait posé ses clés sur le comptoir de la cuisine avec un soin excessif. Le geste de quelqu'un qui s'applique à ne rien laisser paraître. Puis, il était resté debout un moment devant l'évier, sans raison apparente. Le genre de silence qui n'est pas de la paix, mais quelque chose d'actif, quelque chose qui cherche à se reformuler. Aurélie était à table, notre fille aînée, 22 ans, en école d'architecture à Paris, rentrée pour le week-end. Elle avait vu, à la manière dont son père posait ses couverts, qu'il se passait quelque chose. Xavier avait dit, finalement, que le permis de construire pour le chantier nord était suspendu. Aurélie avait demandé pourquoi. Il avait dit « une vieille question de servitude ». Aurélie s'était tournée vers moi et elle m'avait demandé, à voix basse, ce qu'était une servitude de passage. Je lui avais expliqué correctement en 2 phrases. Une charge inscrite sur un fonds qui permet à un autre fonds d'en traverser l'accès, qui court avec le terrain à travers les transferts successifs et ne s'éteint pas par le simple passage du temps. Aurélie avait hoché la tête. Xavier avait regardé son assiette. Après le dîner, quand Aurélie avait quitté la table, Xavier m'avait rejointe dans le couloir et il avait dit qu'il supposait que ces questions avaient été réglées à la clôture de la succession. Sa voix était posée, contrôlée, la voix de quelqu'un qui cherche à donner à la situation la forme d'un malentendu administratif plutôt que d'une découverte. Je lui avais dit que c'était le cas, correctement, et que la servitude avait été enregistrée à mon nom, comme il se devait, et qu'elle m'appartenait. Il avait dit « J'ai besoin de cette main levée, Hortense ». J'avais dit « Je sais ». Je le savais parfaitement, je l'avais regardé une seconde, puis j'avais dit bonne nuit. Le lendemain matin, avant que la maison soit réveillée, j'avais appelé Maître Bertrand Clavel. L'acte de 1960 et 1 avait été enregistré au bureau des hypothèques. Au nom de mes grands-parents maternels, les Orioles, ils concédaient au fonds dominant une bande de terre agricole, étroite, sur le flanc nord de leur propriété. Le droit de passage sur la bande d'accès du fonds servant. Cette bande de terre était devenue depuis un terrain résidentiel. Le fonds servant était, en 1961, une ferme. Il était devenu, au fil des divisions et des ventes successives, plusieurs parcelles distinctes dont Xavier avait soigneusement assemblé l'ensemble pour son programme.
La servitude avait traversé toutes ces mutations. Jamais relevée, jamais libérée, jamais modifiée. Elle avait la solidité des droits réels que personne ne prend la peine de contester parce que personne ne prend la peine de les chercher. Ma mère avait hérité du fonds dominant en 1989. Ma grand-mère était décédée cette année-là. Elle ne s'en était jamais préoccupée. Le terrain n'avait pas de valeur commerciale particulière. Le droit de passage n'était pas exercé activement. Les servitudes rurales ne sont pas le genre de sujet qu'on sort entre deux conversations sur le jardin et les nouvelles de l'école. Elle avait gardé les papiers, c'est tout. Elle les gardait dans une boîte en carton qu'elle appelait les documents de Pépé, avec la précision légèrement affectueuse que les gens de sa génération réservaient aux choses importantes qu'on ne discute pas. Quand elle était décédée en 2021, j'avais ouvert la boîte. J'avais vu l'acte et j'avais compris exactement ce que j'avais entre les mains. Maître Bertrand Clavel avait son étude Place Wilson, dans un immeuble ancien au couloir qui sentait la cire et le papier compressés. Vous connaissez ce type d'étude? C'est le genre de notaire qu'on ne trouve pas par publicité. On le trouve parce que quelqu'un d'autre l'a consulté. Il y a 10 ans, pour une question de succession compliquée, et s'en souvient encore. Il m'avait reçu le matin suivant l'appel, à 8h30, avant que les clercs arrivent. Les volets de la place Wilson étaient encore à moitié fermés. Il était à son bureau, les lunettes posées sur le bord du nez, avec déjà la copie de l'acte de 1960 et un qu'il avait demandé à consulter, et une tasse de café qu'il n'avait pas encore touchée. J'avais posé mon carnet vert pâle sur la table. Il avait regardé le carnet avec l'attention de quelqu'un qui reconnaît un outil professionnel quand il en voit un. Il avait examiné l'acte pendant quelques minutes, en silence, en faisant glisser son doigt sur les lignes sans les lire à voix haute. Puis, il avait dit « Votre grand-père a bien fait les choses. La rédaction est propre, la désignation des deux fonds est précise, la publication est correcte. Il n'y a aucune ambiguïté sur la nature du droit, ni sur son étendue. » Il avait posé l'acte et il avait dit « Le droit de passage est le vôtre, madame. Ce que vous en faites est une question de négociation. » Je lui avais demandé ce que valait une main levée dans ces circonstances précises. Il avait sorti un recueil de jurisprudence notariale, un volume épais, avec des signets de couleur. Il avait ouvert à un signet jaune. Il avait cité 2 précédents. 2 mains levées de servitude de passage en contexte de développement urbain. L'une à Bordeaux, l'autre à Montpellier. Toutes les 2 dans les 10 dernières années. Il avait donné les montants correspondants rapportés à la valeur des projets. Puis, il avait regardé mon carnet. J'avais ouvert le carnet à la page des calculs que j'avais faits 3 semaines plus tôt. Valeur totale du projet, 2 600 000 €, selon les chiffres que Xavier avait mentionnés au dîner à plusieurs reprises. Coût estimé d'une saison de construction perdue, entre 350 et 450 000 €,
en fonction des délais d'obtention d'un nouveau financement. Fraction de mainlevée justifiable selon les précédents, entre 3 et 5 de la valeur du projet, soit entre 78 000 et 130 000 euros. J'avais cerclé le milieu de la fourchette au crayon, 95 000 euros. Maître Clavel avait lu. Il avait dit « Je vois que vous avez déjà travaillé ». Puis il avait ajouté « C'est un chiffre raisonnable, solide mais défendable. » Nous avions passé 2 heures à préparer la contre-proposition. Maître Clavel avait rédigé un mémorandum de 4 pages. Il établissait l'opposabilité de la servitude, la continuité parfaite de la chaîne des titres depuis l'enregistrement de 1961 et la valeur de marché d'une main levée calculée selon la méthode du coût d'opportunité, le coût d'une saison perdue, le risque de retrait de financement, les précédents de libérations similaires en Haute-Garonne ces 10 dernières années. Le montant inscrit dans la contre-proposition était de 95 000 euros. Maître Clavel avait ajouté 2 conditions. 2 conditions supplémentaires, celles que j'avais formulées et qu'il avait rédigées avec la précision d'un horloger. Première condition, une reconnaissance formelle et écrite de mes contributions professionnelles à la préparation cadastrale du projet, l'analyse des plans de division, la vérification des titres sur 7 parcelles dans 4 communes, les rapports de bornage préliminaires que j'avais produits sans être crédités. Deuxième condition, un avenant au contrat de collaboration qui reflèterait mon rôle réel de géomètre expert sur les projets en cours et futurs. Maître Clavel avait relu les 2 conditions, avait ajusté 2 formulations pour en renforcer la précision juridique et avait dit « Voilà quelque chose que ces banquiers comprendront ». Le lendemain matin, une proposition arrivait par email. Une main levée unilatérale proposée par l'avocat de Xavier. Le document proposait une signature d'Hortense Laborde, née Auriol, en échange d'une reconnaissance de bonne foi de la part de la société Laborde Construction. Sans montant, sans délai de paiement, et avec une clause de renonciation générale à toute réclamation ultérieure liée au titre ou à la servitude. Maître Clavel avait lu le document en 3 minutes, l'avait posé sur le coin de son bureau avec la précision d'un homme qui sait où vont les choses inutiles, et il avait dit « Ceci n'est pas une proposition, c'est un formulaire de renonciation. » Puis il avait pris son stylo et avait rédigé la lettre de réponse, transmettant notre contre-proposition dans son intégralité. Les 5 années de travail que Maître Clavel avait énumérées dans la reconnaissance professionnelle, les 7 parcelles, les 4 communes, méritent peut-être une explication pour ceux qui se demanderaient comment un tel travail peut avoir eu lieu sans jamais avoir été formellement reconnu. Ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Dans de petites structures, dans des entreprises où les rôles se définissent par la confiance et la proximité plutôt que par les contrats,
Il arrive souvent que des compétences professionnelles soient mobilisées de manière informelle, sans trace écrite, sans compensation documentée, parce que tout le monde suppose que nous inclut ces contributions. Le problème, c'est que nous n'est pas une catégorie juridique. Ce qui compte en droit, c'est ce qui est écrit. Et ce qui était écrit dans le cas de Xavier et Hortense Laborde, c'était que j'étais collaboratrice administrative. Rien d'autre. Xavier me demandait de temps en temps de jeter un œil à un plan, de vérifier un titre, de regarder si quelque chose clochait dans un extrait cadastral. Je le faisais. Je rendais mes conclusions oralement ou par email dans des messages qui commençaient par « j'ai regardé le dossier » et qui ne portaient nulle part la mention « rapport de géomètre expert ». C'est comme ça que 5 ans de travail professionnel disparaissent de la surface des choses. Pas par mauvaise volonté nécessairement, par habitude, par la grammaire ordinaire d'un mariage, dans lequel certaines compétences sont considérées comme une ressource du ménage plutôt que comme une profession. Le jour où Maître Clavel avait soumis la contre-proposition à l'avocat de Xavier, j'avais fait une chose que je n'avais pas faite depuis plusieurs semaines. J'étais allée marcher le long de la Garonne. Le soleil de mars était encore pâle, mais présent, et la lumière sur l'eau avait cette qualité particulière de fin d'hiver à Toulouse, légèrement latérale, légèrement hésitante, comme si elle cherchait encore à convaincre. J'avais marché jusqu'au pont Neuf, puis jusqu'à la prairie des Filtres, et j'avais regardé l'eau un moment. Ce n'est pas que j'avais besoin de réfléchir. Les calculs étaient faits. La contre-proposition était transmise. Maître Clavel avait dit que la situation était claire et que la pression du calendrier travaillerait pour nous. Je n'avais pas besoin de réfléchir. Mais il y a des moments où on a besoin de marcher à côté de sa propre histoire pendant un moment, sans essayer d'en tirer une conclusion. Je pensais à ma mère. Je pensais à la boîte en carton avec les papiers de Pépé. Je pensais à toutes les fois où Xavier avait mentionné le chantier au dîner et où j'avais écouté sans intervenir. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus étrange. La conscience que certaines choses qui ressemblent à de la patience sont en réalité de l'invisibilité subie et que la différence entre les deux ne se révèle que rétrospectivement quand on retrace le chemin. Je m'étais arrêtée au milieu du pont. La Garonne était haute pour la saison. J'avais regardé l'eau, puis j'avais tourné les talons et je m'étais dirigée vers le bureau de Maître Clavel pour préparer les annexes du dossier de signature. Pendant les 3 jours qui suivirent, Xavier ne m'avait presque pas parlé à la maison. Pas d'une manière agressive. Xavier n'est pas un homme de confrontation frontale. Il se retirait dans la zone grise du praticien submergé. Vous connaissez ce type d'homme, peut-être, celui qui prend ses appels dans la cuisine et répond aux messages en marchant dans le couloir et qui n'affronte jamais rien directement. Je travaillais mes mandats normaux. J'avais un bornage dans le quartier de l'Ardenne,
une expertise de limite à Balma, un rapport de division parcellaire pour un client de Muret. La vie continue. Le cadastre ne suspend pas ses opérations parce qu'une négociation est en cours. Je rentrais chaque soir, je dînais avec Xavier dans un silence que nous avions tacitement accepté de ne pas troubler, et je retournais dans mon bureau après le repas. Le carnet vert pâle était sur la table, ouvert à la même page. Je n'y avais pas touché. Il n'avait pas besoin de l'être. Le 3e soir, Aurélie avait appelé depuis Paris. Elle voulait des nouvelles et aussi elle avait une question sur un cours, mais d'abord les nouvelles. Je lui avais dit que les choses avançaient. Elle avait demandé si papa était difficile. J'avais dit « Il est sous pression, c'est différent ». Elle avait dit « Est-ce qu'il comprend ce que tu fais ?» J'avais dit « Il va comprendre le résultat, ça suffira ». Aurélie avait été silencieuse une seconde, puis elle avait dit « Maman, tu savais depuis 2021, 2 ans, tu n'as jamais rien dit. » J'avais dit « Je n'avais pas eu l'occasion ». Elle avait dit « Est-ce que tu attendais l'occasion ?» J'avais répondu que c'était une très bonne question et que son cours pouvait attendre demain. Thomas m'avait appelé le second soir de silence, depuis Lyon où il faisait son stage. Thomas a 20 ans, il étudie le droit et il a hérité du tempérament de son grand-père maternel, précis, direct, peu patient avec les non-dits. Il avait dit « Maman, Aurélie m'a raconté ». J'avais dit qu'Aurélie avait le sens du récit. Il avait demandé si j'allais bien. J'avais dit que oui, que les choses avançaient bien, que Maître Clavel était excellent et précis. Il avait demandé si les termes étaient équitables. J'avais dit que j'avais fait les calculs et que oui, il l'était. Il y avait eu un silence, puis il avait dit « Est-ce que papa savait pour la servitude ?» J'avais dit que non, je ne pensais pas. Il avait dit « Mais toi tu savais ?» J'avais dit que oui, il avait demandé depuis combien de temps. J'avais dit « Depuis 2021 ». Un autre silence. Thomas pèse les silences. Il les utilise comme des outils. Puis il avait dit avec la précision d'un étudiant en droit qui comprend en temps réel comment le monde fonctionne réellement. Donc tu avais un droit réel inscrit sur sa parcelle d'accès depuis 3 ans. Et personne ne t'avait jamais demandé de l'examiner. J'avais dit que c'était à peu près ça. Il avait dit « C'est incroyable ». J'avais dit « C'est du cadastre ». Il avait ri. C'était la première fois depuis plusieurs jours. La première fois que quelqu'un riait dans cette histoire. Le 4e jour, Xavier avait appelé directement, pas par l'intermédiaire de son avocat. Sa voix était différente de celle du premier appel. La maîtrise formelle avait cédé la place à quelque chose de plus direct, de moins composé. Il avait dit « La banque fait pression. La saison de construction, c'est 8 semaines. Passé mi-mai, le calendrier déraille pour toute l'année. » J'avais dit « Je sais. Maître Clavel a la contre-proposition. » Il y avait eu un silence, puis 95 000. J'avais dit « Et la reconnaissance écrite. » Un autre silence, plus court celui-là. Et la reconnaissance. J'avais dit « Bien. Je préviens Maître Clavel. » J'avais raccroché, j'avais regardé le carnet. Les chiffres étaient les mêmes qu'il y a 3 semaines.
Rien n'avait changé dans les calculs, seul le délai avait changé. La réunion de signature avait été fixée au jeudi suivant dans les bureaux de Maître Clavel à 9h30. Dans l'intervalle, l'avocat de Xavier avait demandé un délai supplémentaire de 48 heures pour examiner les termes de la reconnaissance professionnelle. Maître Clavel avait répondu par courrier recommandé. Le délai était acceptable. Mais toute révision substantielle des termes entraînerait une prolongation proportionnelle des négociations. Et la suspension du permis restait entière pendant ce délai. La réponse était venue en 5 heures. Les termes seraient acceptés, sans modification, sans un mot de plus. Le lendemain de cet échange, un représentant de la banque finançant le projet, un chargé d'affaires que Xavier appelait Renaud et qui appelait parfois la maison par erreur, avait laissé un message sur notre répondeur commun. Le message disait que la banque souhaitait être informée de l'avancement. Le financement restait suspendu dans l'attente du permis définitif. Date limite, le 30 avril, pour maintenir les conditions de taux négociés. 30 avril, c'était dans 19 jours. La signature était prévue dans 7. Les calculs restaient les mêmes. 2 jours avant la signature, je m'étais rendue au bureau du cadastre, rue Peyras, non loin du palais de justice. Ce n'était pas strictement nécessaire, j'avais déjà toutes les pièces, mais j'avais voulu vérifier, sur les plans originaux, que la bande d'accès de 8 mètres correspondait bien à la désignation de la servitude dans l'acte de 1961. C'est le genre de vérification qu'on fait quand on est géomètre et qu'on veut être certaine, pas simplement sûre. Il y a une différence entre les deux. Le fonctionnaire du cadastre, un homme que je connaissais de vue depuis des années, avec qui j'avais l'habitude d'échanger sur les dossiers de bornage, avait sorti les plans de la commune sur la grande table lumineuse. On avait cherché la section AZ ensemble, la parcelle 12, la bande d'accès. La correspondance était exacte. Le fonctionnaire avait dit « beau dossier ». Je lui avais dit merci. En revenant chez moi ce soir-là, j'avais sorti l'acte de 1960 et un du classeur une dernière fois avant la signature. La chemise suspendue était étiquetée A, auréole, en haut à gauche, à l'encre bleue de ma propre écriture. L'acte avait été obtenu du bureau des hypothèques au moment de la clôture de la succession de ma mère. Il était imprimé sur un papier légèrement plus épais que le papier ordinaire, le papier des actes authentiques avec l'entête officielle du service, les références de publication et la désignation précise des 2 fonds. Je l'avais lu une dernière fois, pas parce que j'avais besoin de le relire. Chaque ligne était mémorisée, mais parce que je voulais me rappeler la première fois où ma mère me l'avait montré. C'était à sa table de cuisine, 2 ans avant sa mort, quand elle avait commencé à trier ses papiers. Elle avait ouvert la boîte en carton, en avait sorti plusieurs enveloppes et m'avait tendu celle-là en disant « Garde ça avec toi. Ce sont les papiers de Pépé. On ne sait jamais. »
Elle n'avait pas expliqué davantage. Elle n'en avait pas besoin. Ma mère connaissait la valeur des droits écrits. Pas de la même manière qu'une géomètre diplômée les connaît, pas avec la précision de la nomenclature cadastrale, mais de la manière profonde de quelqu'un qui a grandi dans une famille où ce qui était à vous devait être documenté pour rester à vous. Elle avait dit « on ne sait jamais ». Et elle avait eu raison. J'avais replacé l'acte dans sa chemise, puis je l'avais sorti à nouveau et je l'avais mis dans mon cartable avec le carnet vert pâle pour le lendemain matin. La veille de la signature, j'étais allée faire une course dans le quartier, du pain, quelques courses ordinaires, et j'avais fait un détour par la rue qui longe le chantier nord. La clôture ondulée orange était toujours là, avec ses panneaux de chantier décolorés et ses avis de permis de construire dans leur cadre en plastique. Derrière les panneaux, on ne voyait que la terre battue de la parcelle, quelques piquets de délimitation et le silence particulier d'un chantier à l'arrêt. 8 mois comme ça. J'avais regardé la clôture 1 minute, dans la lumière de fin d'après-midi, cette lumière particulière de printemps à Toulouse, qui rend tout un peu plus sérieux qu'il ne devrait l'être. Puis j'avais continué mon chemin, continué. Le matin de la signature, j'étais arrivée à l'étude de Maître Clavel avec 10 minutes d'avance. La place Wilson, à cette heure-là, était encore fraîche, les marronniers commençaient à débourrer, et la lumière qui entrait dans le couloir de l'étude avait quelque chose de précis, de déjà là. Je m'étais installée dans la salle de réunion, une table en noyer patiné, des chaises assises basses, une fenêtre sur le côté de la place. Maître Clavel avait posé le projet d'acte authentique de main levée sur la table, avec les pièces annexes, la reconnaissance professionnelle rédigée en termes clairs et sans ambiguïté, et l'avenant au contrat de collaboration. Tout était rangé par ordre de signature. Il avait vérifié que j'avais le document d'identité. Puis, il m'avait offert un café. On avait attendu. Xavier était arrivé avec son avocat à l'heure exacte. L'avocat avait la 50aine. Je ne l'avais jamais rencontré en personne. Il avait serré la main de Maître Clavel avec le geste de quelqu'un qui prend la mesure d'un terrain. Xavier n'avait pas regardé dans ma direction en entrant. Il avait posé son cartable sur la chaise à côté de la sienne. S'était assis en face de moi, légèrement de biais, comme si l'angle de la table lui permettait de ne pas m'avoir directement dans son champ de vision. J'avais posé mon cartable sur la table. Fermé. J'avais attendu, simplement. Maître Clavel avait lu l'acte à voix haute, dans son intégralité. C'est la procédure notariale. On lit. On ne résume pas. On ne commente pas. On ne simplifie pas. On lit article par article, clause par clause. La valeur de la main levée. 95 000 €. Viré dans un délai de 15 jours, sur le compte désigné par Hortense Laborde née Auriol. La reconnaissance de contribution professionnelle. 5 années de préparation cadastrale pour les projets de la société. Laborde Construction, énumérée une par une.
les dates, les références des mandats, les communes, les natures des interventions. L'avenant de collaboration, qualité de géomètre expert associé, honoraires révisés selon le barème professionnel applicable, crédit nominal sur la documentation des projets futurs. Maître Clavel lisait avec la régularité d'un métronome. Sa voix ne montait ni ne descendait. L'avocat de Xavier prenait des notes. Quand Maître Clavel avait terminé la première lecture, l'avocat avait dit qu'il souhaitait proposer une modification à la formulation de la reconnaissance professionnelle, plus précisément remplacer le mot assurer par le mot contribuer dans la section concernant la vérification des titres de propriété. Maître Clavel avait pris sa plume, avait regardé la section concernée et avait dit, avec le calme d'un homme qui sait exactement où cette conversation va aller, « Je vais lire les deux formulations à voix haute et nous apprécierons ensemble la différence. » Il avait lu. La formulation originale. Madame Laborde a assuré la vérification des titres de propriété sur 7 parcelles dans 4 communes entre 2018 et 2023. La formulation alternative. Madame Laborde a contribué à la vérification des titres de propriété. Maître Clavel avait regardé l'avocat par-dessus ses lunettes et avait dit, du même ton qu'il aurait lu un article de journal, « Je note que la formulation proposée retire la responsabilité exclusive de la prestation et la remplace par une participation non datée et non quantifiée. Si Madame Laborde accepte cette modification, nous pouvons l'intégrer. » Il s'était tourné vers moi. Sa voix était neutre, mais ses yeux, derrière les lunettes, n'étaient pas neutres du tout. J'avais ouvert mon cartable. J'avais sorti le carnet vert pâle. Je l'avais ouvert à la page des calculs. La valeur du projet. Le coût de la saison suspendu. La fraction de main levée. Et en dessous d'un trait horizontal, les 7 références de parcelles, leurs numéros cadastraux, les dates de mes interventions, les natures exactes des travaux. J'avais fait pivoter le carnet sur la table pour qu'il soit lisible face à Xavier et son avocat. Je n'avais rien dit. L'avocat avait regardé le carnet. Xavier avait regardé le carnet. Il y avait glissé dans les annexes du dossier de Maître Clavel la photographie que l'architecte de Xavier avait fournie pour le dossier, la clôture ondulée orange avec la terre derrière, et la date inscrite en bas à gauche. 8 mois d'immobilité. Xavier avait regardé la photographie, puis il avait regardé le carnet à nouveau, puis il avait regardé son avocat. L'avocat avait rangé son stylo dans la poche intérieure de sa veste. Xavier avait dit « La formulation originale, sans détour, sans négociation, voilà. » Maître Clavel avait dit « Bien, un seul mot, court, définitif. » Il avait offert son stylo à Xavier. C'était un bon stylo, l'encre posait d'un seul passage, propre, précis. Xavier avait signé. Il avait signé l'acte de main levée. Il avait signé la reconnaissance professionnelle.
il avait signé l'avenant. Puis il m'avait tendu le stylo sans me regarder. Je l'avais pris. J'avais signé. Dans le même ordre. La date était un jeudi de mars, et un ray de lumière entrait par la fenêtre et découpait un rectangle clair sur la table, entre nos deux signatures. Xavier avait regardé la photographie de la clôture orange une dernière fois, puis il avait regardé l'acte signé, puis il avait regardé la table. Je n'avais pas dit un mot de plus que nécessaire depuis que j'étais entrée dans cette pièce. C'était assez. Voilà tout. Le permis de construire avait été finalisé 6 semaines plus tard. La clôture orange est descendue en mai. Enfin. Je garde une copie de la reconnaissance professionnelle dans mon bureau, dans le classeur, sous elle comme la board. Une nouvelle chemise suspendue, étiquetée à l'encre bleue de ma propre main. Les 95 000 € sont sur mon compte personnel. J'ai commencé les démarches pour formaliser mon cabinet, une raison sociale, une adresse officielle, un en-tête de documents. La plaque n'est pas encore posée, mais elle est commandée. Elle arrive la semaine prochaine. Aurélie m'a appelée en juillet depuis son école d'architecture et elle m'a dit qu'elle avait réfléchi à l'histoire depuis le printemps, pas l'histoire juridique, l'autre, celle qui avait précédé le droit. Elle avait dit « Maman, est-ce que tu le savais depuis le début que ça finirait comme ça? » J'avais dit que je ne l'avais pas cherché, que les choses avaient pris la forme qu'elles avaient prise parce que personne n'avait posé la question plus tôt. Elle avait dit « Pourquoi papa ne te demandait jamais d'aide? » J'avais dit que c'était une très bonne question. Elle avait dit « Est-ce qu'il te demande maintenant? » J'avais dit « C'est prévu dans l'avenant. » Elle avait ri. Il y a des choses qu'un acte notarié peut faire et des choses qu'il ne peut pas. Il peut fixer une compensation. Il peut consigner une reconnaissance professionnelle. Il peut modifier les termes d'une collaboration. Il ne peut pas rembobiner 15 ans de réunion où quelqu'un posait un carnet sur le bord de la table et n'était pas vu. Ce qui reste, ce n'est pas de la rancœur. C'est simplement la mesure exacte de ce qui a coûté, sans dramatiser et sans minimiser. 15 ans, c'est 15 ans. On ne les récupère pas dans un acte, même un bon acte. La clôture orange du chantier nord est partie. À sa place, les fondations d'un immeuble de 6 niveaux montent dans la brique rose du quartier. Je suis passée devant un matin en allant à un mandat. Je me suis arrêtée. J'ai regardé les fondations, puis mon carnet dans la main, un nouveau, ouvert à une première page vierge avec la date du jour et le nom d'un autre client, et j'ai pensé à ma mère, qui avait dit de garder l'acte parce qu'on ne sait jamais. Elle avait eu raison, elle avait souvent raison sur les choses qu'elle ne prenait pas la peine d'expliquer. L'acte original de 1961 a été remis à l'étude de Maître Clavel pour archivage, conformément à la procédure notariale. C'est là qu'il appartient désormais. J'ai gardé la copie certifiée sous A comme auréole, là où elle a toujours été. Pas parce que j'en aurais besoin, parce que ma mère me l'avait donnée,
et que certaines choses méritent de rester là où elles ont commencé. Les gens qui vous décrivent comme administrative sont généralement ceux qui n'ont pas vérifié ce que vous aviez réellement déposé. Vous entendez ce que je veux dire? J'avais l'acte de 1960 et un dans un classeur sous A comme auréole. Le projet de 2 600 000 € s'est arrêté net parce que personne n'avait pensé à poser une question à la géomètre expert de la maison. Ce n'est pas une leçon sur le droit des servitudes, ce n'est pas ça. C'est une leçon sur qui on choisit de voir et ce qu'on risque quand on ne voit pas. Ça, c'est réel, je vous le dis. Est-ce que vous l'auriez déclaré la servitude le jour où vous l'avez hérité, ou vous auriez attendu qu'on vous pose la question? Dites-moi en commentaire. Partagez cette histoire avec quelqu'un qu'on a un jour présenté comme elle s'occupe du côté administratif. Et merci vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici.